Bon, dans une minute, on ne peut plus dire de bêtises. Bon. Ce qui est difficile. Moi, je mettrais peut-être ma vidéo, mais 30 secondes, parce que j'ai pas une méga bonne connexion, donc je veux vraiment pas prendre de risques. Là, j'ai l'impression que c'est parti. Ah, ça y est, je le vois. On peut commencer. Bon, je vais arrêter ma vidéo. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous dans ces conditions un peu spéciales. Alors moi, je suis un habitué du Salon de la Data de Nantes parce que je suis voisin, je suis rennais, donc dans la vraie Bretagne, on va dire. Donc, je viens régulièrement et là, c'est très spécial. Et du coup, un grand merci et un grand bravo aux organisateurs parce qu'on mesure la difficulté d'organiser ce type d'événement dans ces conditions. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de voir comment on peut sauver des arbres avec la data science. Mais avant de rentrer dans le sujet, déjà une petite précision. Il est possible de poser des questions sur le chat. On y répondra soit les questions vraiment très structurantes pendant l'exposé, soit à la fin, on va garder du temps pour répondre à vos questions. Je vais commencer par me présenter, puis laisser la parole à Franck, qui le fera de son côté aussi. Donc moi, je suis Pierre-Antoine Grosbras. Je m'occupe de tout ce qui est data pour Yves Rocher en France. Ça veut dire quoi, data? Pour nous, c'est à la fois des choses très opérationnelles, c'est-à-dire le management de la data pour cibler tout le CRM. Et Dieu sait qu'il est important chez nous, chez Yves Rocher. Mais c'est aussi des aspects de connaissance client, de décisionnel, de scoring, et c'est plutôt sur ces parties-là que l'on va échanger aujourd'hui. Voilà, et puis donc Franck, si je peux te laisser te présenter à ton tour. Oui, donc Franck Rimec, je travaille pour Datastorm. Je vous en toucherai un petit mot, j'ai pas pu m'en empêcher plutôt sur la fin. Et dans l'histoire qu'on va raconter là, j'ai concrètement servi d'interface entre nos spécialistes data science et notre client, en l'occurrence Pierre-Antoine et notamment un de ses collègues, Yann, qui n'a pas pu se joindre à nous et avec qui on a pu faire sauver ces arbres de manière si intéressante. Et à qui on pense fortement aujourd'hui. Alors, déjà, un petit mot de contexte. Donc, Yves Rocher, j'espère que tout le monde connaît, que la majorité d'entre vous connaissez cette entreprise bretonne qui existe depuis assez longtemps maintenant, mais pas non plus des siècles, c'est né en 1959, pardon, ce qui fait donc 61 ans. Donc oui, on vend des produits de cosmétiques sur l'ensemble des familles produits accessibles sur la cosmétique. Elle a eu la particularité de naître avec un canal de distribution particulier, la vente par correspondance. Et donc, c'est à la fois spécial et étrange parce que vendre des produits de cosmétiques à distance, des produits pour lesquels la couleur, enfin la texture, tout ça est important, enfin la présence est importante. Le vendre à distance était une sorte de gageure, mais aussi un formidable avantage comparatif finalement, puisque en vendant à distance, on pouvait déjà atteindre des zones géographiques peu soumises à la concurrence de la parfumerie fine, des autres canaux de distribution. Et puis surtout, c'est finalement le début de la data, puisque quand on fait de la vente par correspondance, forcément, on connaît tous ses clients. On leur écrit, ils nous envoient des commandes, on sait ce qu'ils achètent. Et ce qui fait que même si aujourd'hui, la vente en France de produits Yves Rocher se fait essentiellement en magasin,
Alors, un peu moins cette année pour des raisons que vous imaginez bien, mais quand même, l'immense majorité des ventes est en retail physique. Cette particularité d'agir directement vers les clients, c'est de les connaître, de leur adresser des offres personnelles et rester. C'est l'ADN de la VPC s'est propagé finalement dans ce canal de distribution. Voilà, donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, 700 magasins et puis un développement rapide du digital. Donc déjà avant les années du siècle dernier, avant 2019, quoi, mais vraiment beaucoup cette année aussi, comme beaucoup d'annonceurs, j'imagine. Et puis, que dire d'autre? Alors, Yves Rocher, c'est une entreprise qui appartient à un groupe familial dont nos plus célèbres représentants sont Brice Rocher, qui est le petit-fils de Yves Rocher, qui a fondé l'entreprise, et Jacques Rocher, qui est un peu l'ambassadeur pour ce qui est de planter des arbres. Lui, c'est un des fils de Monsieur Rocher, de Monsieur Yves Rocher. Et dans ce groupe, on peut signaler aussi qu'il y a d'autres entreprises. On a d'autres entreprises de cosmétiques. Par exemple, Daniel Jouvence, qui est une entreprise un petit peu plus confidentielle, mais qui se base sur des actifs marins. Voilà, c'est autour de l'univers de la mer. Et puis d'autres entreprises. Une autre entreprise de cosmétiques qui a été rachetée il n'y a pas longtemps, en 2018, par le groupe qui s'appelle Arbonne, qui est une entreprise américaine. Et puis, on est aussi présent sur d'autres univers. Par exemple, Petit Bateau appartient au groupe dans l'univers du textile. Voilà, donc un grand groupe qui pèse à peu près 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui a une certaine ancienneté, qui est familiale et dont la marque principale, Yves Rocher, se base sur le CRM, le marketing direct et la data. Alors, dans ce contexte-là, si on se focalise un petit peu plus sur Yves Rocher France, de quoi on va vous parler aujourd'hui? En fait, c'est comment on fait pour améliorer ce système, cette performance du CRM, compte tenu du fait qu'il est très ancien chez nous. On ne découvre pas ces aspects-là aujourd'hui. Et donc, il est aujourd'hui issu de longues années d'optimisation, de maturation. Et donc, il est difficile d'obtenir de la performance supplémentaire. Voilà. Et un autre élément de contexte, c'est que, comme beaucoup d'annonceurs et beaucoup d'entreprises, on voit nos outils évoluer autour des plateformes data, du big data. Donc, sur des aspects de pure data, stockage de données, mais aussi, et c'est ce qu'on voulait explorer aujourd'hui, sur des aspects de data science. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est comment l'évolution des algorithmes, l'évolution de l'écosystème autour de la data peut nous amener à produire de la performance dans notre fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ce fonctionnement, c'est quoi? C'est beaucoup de marketing pour driver du trafic en magasin. Là, vous voyez un exemple de mailing sous forme un peu de grosses cartes postales qu'on envoie à nos clientes. On parle d'à peu près 8 millions de clientes. Et en fait, ces mailings sont porteurs d'offres, de cadeaux, sont personnalisés aussi, un peu, pas autant qu'on voudrait, mais quand même un peu. Et ce sont ces éléments-là qui génèrent l'immense majorité du trafic dans nos magasins. Donc, pour fixer les idées, aujourd'hui, quand on regarde les achats qui sont faits en magasin, il y en a à peu près les 3/4 qui sont faits par des clientes qui ont entre les mains ce type de mailing. Voilà, autant dire l'importance de ce CRM dans notre business. Et c'est une particularité. Alors, cette particularité fait qu'on va être très peu présent en publicité générale sur des médias non adressés. Et l'immense majorité de nos investissements marketing sont positionnés sur ces dispositifs-là. Et évidemment, comme c'est la majorité de nos investissements, eh bien, le premier incrément de performance sur ces aspects-là, même minime, va nous permettre de générer de la valeur.
Et ça, c'est important. Je pense un peu à mes collègues qui s'occupent de data dans les entreprises ou chez des annonceurs, si la question se pose, comment démontrer du ROI sur ces aspects data, ce qui est une question qui peut se poser encore, hein, même si la data semble incontournable et ça paraît absolument absurde de ne pas s'intéresser à la data aujourd'hui, mais malgré tout, on peut quand même imaginer que des fois, on se pose des questions de ROI. Ben, pour nous, voilà, c'est important de trouver des endroits, des actions qui vont facilement être démontrables, qui vont facilement démontrer des impacts en ROI. Donc voilà, donc on a beaucoup de campagnes, 8 millions de clients, 15 campagnes par an, plusieurs segments, et tout ça, si on met bout à bout, aujourd'hui, on va dire avant de rentrer dans le projet dont on va vous parler aujourd'hui avec Franck, c'est énormément de scores à mettre à jour. 75, voilà, ça c'est l'ordre d'idée de ce qu'on fait. Donc, précisément, c'est qu'est-ce qu'on a cherché à faire et qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans cette mission. C'est de réduire ce nombre de mailings envoyés, cet investissement quelque part, puisque là on parle de mailings papier qui coûtent cher, qui ont vraiment un poids économique important, tout en prouvant qu'on n'avait aucun impact sur les ventes, qu'on maintenait la même génération de trafic dans les magasins. Alors là, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on fait. Je vous annonce tout de suite que ça marche. C'est pas des… Alors, j'anticipe un petit peu les conclusions, mais les effets de levier sont peut-être moins spectaculaires qu'on croit, mais comme ils s'appliquent à des surfaces d'investissement qui sont fortes chez nous, ils sont très significatifs en fait. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est réduire le nombre de mailings, maintenir les ventes, démontrer que la data science et tout l'écosystème de data qu'on est en train de mettre en place chez nous produit des fruits et a des retombées économiques. On rentre ensuite dans des schémas de travail très classiques, puisque là, vraiment, on est dans le domaine du scoring. Donc, le scoring, c'est quoi? C'est d'abord connaître sa population, savoir sur quoi on travaille, de quoi on parle. Et nous, on a la chance, je vous l'ai dit, d'avoir un système de CRM qui est très industrialisé, professionnalisé, et qui fait que sur chacune des campagnes, on a des échantillons de clients tests qui servent justement à faire ce travail d'aller reconstruire des scores, d'aller les optimiser, d'aller les vérifier. Donc, sur chaque campagne, on a ces échantillons de clients par segment, à peu près 30 000, qui permettent ensuite de se repositionner dans le passé et de reconstruire les scores. Donc, très important, je pense que quand on parle de scoring, c'est savoir, et puis même, je pense, quand on parle de marketing client, savoir de qui on parle, quelle est sa population, comment maîtriser en fait la data que l'on travaille. Et puis aussi, évidemment, j'enfonce sûrement des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous, mais c'est les variables, les features. Et la qualité d'un modèle, c'est avant tout la qualité des variables dont on dispose, puisque ce n'est pas de la magie noire. Un score, c'est vraiment un lien entre des informations que l'on a sur une population et de la probabilité et un comportement, une espérance de comportement qu'on peut construire. Donc, du coup, ces variables-là, elles sont hyper importantes et ça a été finalement la première partie de notre travail. C'est comment, même avec des méthodes classiques, on arrive à retravailler cette information qui est déjà là, qui est déjà un peu sous nos yeux, mais de façon à la rendre plus efficace. Et déjà avec ça, on arrive à générer un incrément de performance. Voilà, donc ça, on en était là, finalement, dans ce contexte-là, que je résume en 2 mots. On connaît bien nos infos, on a entre les mains la matière première pour faire du scoring. On a déjà fait un premier nettoyage avec des méthodes classiques. Et puis, voilà, on a besoin d'aller plus loin. Et c'est là où on s'adresse aux spécialistes. Et puis, on est vraiment ravis de cette collaboration-là. On fera aussi la conclusion autour de ça. Mais vraiment, moi, je remercie déjà beaucoup Datastorm d'avoir travaillé avec nous. Et on s'est rencontrés
dans nos vies académiques à l'ENSAI. Et c'est, moi, en tout cas, c'est un avis personnel, mais il me semble, il structure beaucoup ma façon de voir, c'est que s'adosser finalement à des gens qui sont un peu dans le monde académique, qui connaissent bien les méthodes, qui connaissent vraiment de façon approfondie les algorithmes dont on parle, ça me paraît vraiment essentiel, surtout dans notre cas où on doit vraiment les mettre en compétition finalement avec quelque chose qui fonctionne déjà et qui est au cœur de notre système. Donc voilà, après, c'est des démarches un peu classiques de scoring dont on vous parle, mais y aller pas à pas, s'adresser aux bons spécialistes, démontrer de la valeur de façon claire aux décideurs internes de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment les clés de l'approche, à mon sens, au moment où on a passé le témoin à Datastorm, comme je le fais maintenant avec Franck. Je vais expliquer un petit peu comment on a avancé plus loin. Merci pour les compliments et en plus d'avoir nourri un petit peu le blanc que j'ai laissé en prenant le temps de dérougir. Merci Pierre-Antoine. Voilà, on va rentrer concrètement dans ce qu'on a pu faire. Non, juste pour préciser que je prends d'autant plus les compliments que c'est beaucoup mes collègues qui ont apporté la valeur ajoutée concrète sur ce sujet. Et donc, voilà. Donc, on a quelque part, bêtement, naïvement, dans fausse naïveté, repris le processus qui était en place et re-questionné les différents choix et arbitrages qui avaient pu être faits par Yves Rocher au fur et à mesure des évolutions qu'ils avaient pu apporter sur ce processus au fur et à mesure de leur expérience. Et donc, la première étape a été de revoir et re-questionner la préparation des données et de refaire un travail de feature engineering plutôt guidé par des considérations de méthodologie, donc un vrai feature engineering assez méthodique, j'allais dire bestial, sachant que l'expertise métier était déjà bien embarquée dans les variables et les agrégats qui avaient pu être préparés par Yves Rocher par ailleurs. La deuxième tranche de recherche d'optimisation, c'était sur la partie méthodologie de modélisation. Et en l'occurrence, très vite limité, très vite concentré sur des méthodologies éprouvées dans ce genre de contexte, que sont les méthodes de type random forest, gradient boosting, XGBoost. Et la définition d'un périmètre d'étude avec un questionnement aussi autour de j'ai des modèles par campagne, j'ai des modèles par segment, les méthodologies envisagées en comparaison de la méthode classique logistique qui était opérationnelle, était de revoir s'il n'y avait pas moyen d'embarquer la segmentation dans un seul même modèle. Enfin bref, de simplifier non pas le modèle, mais toute la gestion des campagnes et de scoring. Et la troisième tranche était de revoir le processus de sélection des modèles. Lequel marche le mieux. Et je m'apprécierai un tout petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Voilà.
clac, et le tout à l'heure et maintenant. Alors, le premier, c'est mon tour de renvoyer les compliments. En gros, notre travail n'a pas servi à grand-chose. On a perdu pas mal de temps dans du feature engineering bestial pour trouver des pouillèmes de brides de variables complémentaires qui pouvaient peut-être parfois servir. Je crois que j'ai dit le max que je pouvais en tirer. Non, dit autrement, on a apporté quand même quelque chose d'intéressant, je pense, au moins en interne à Yves Rocher, mais qui doit irriguer derrière le processus en règle générale, qui est que le métier a bien fait son boulot. Et je le dis encore plus facilement pour Yves Rocher que c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent en travaillant pour des gens qui étaient proches des données qu'il générait. C'est souvent le cas. La deuxième partie, c'est que la modélisation sur des données bien préparées et bien représentatives du phénomène qu'elles doivent décrire, la méthodologie de modélisation, en tout cas, soyons modestes, en tout cas, les modèles qu'on a envisagés, à brûle pour point, ne changent pas la donne. On a bien quelques pouillèmes de mieux qui peuvent être sensibles, mais alors après, pour choisir entre XGB et GBM, là, on est de l'ordre, dans un ordre d'égalité qui, en tout cas, laisserait vouloir choisir sur d'autres critères que une qualité statistique globale. Et c'est vrai derrière, quand on a voulu plus systématiquement comparer les modèles, les tunings d'hyperparamètres. Et on est très vite arrivé à l'idée que on ne pourrait pas les départager sur leur puissance globale et qu'il fallait, et finalement comme souvent, revenir au terrain et aux conditions d'usage des dits modèles pour finir de départager. Et en l'occurrence, ça a été évoqué tout à l'heure, mais les modèles de scoring chez Yves Rocher sont utilisés pour trier, entre guillemets, sélectionner, cibler un taux très fort de clientes. On est très très loin des 5, 10, 20, 30% qu'on peut voir passer plus classiquement, ou de grandes fluctuations d'usage. Et donc, on va aller encore un coup plus loin. Et donc, on a classé ces modèles en fonction de leur taux, de leur capacité à bien classer, à bien prédire les clientes, sur ces forts taux de sélection. Et là, on a pu démontrer que XGBoost donnait des meilleurs résultats, on va dire systématiquement, sur ces tranches élevées de score que les autres modèles. Et ces 6 clientes qui ne sont pas adressées sans jouer sur le taux de retour en magasin et donc potentiellement le chiffre d'affaires, entre guillemets, suffit à faire le bonheur de tout au moins du directeur financier d'Yves Rocher.
non. Qu'est-ce que je voulais rajouter à ce moment-là? Oui, peut-être. Ah oui, si, on m'avait évoqué de... Je rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager au fur et à mesure. Et je crois que pour cette slide, j'ai fait le tour. Est-ce que tu me permets un petit commentaire? Ouais. C'est parce que c'est en fait, c'est exactement ça. C'est en fait, là, on voit bien un peu le passé VPCiste en fait d'Ivrocher. Et parce que tous ces calculs économiques, quelque part, de performance d'un mailing, qui permettent de bien préciser en fait c'est quoi le coût de se tromper et c'est quoi le gain de réussir à trouver la cliente à qui adresser le mailing. Ce qui fait que des choses, et moi évidemment, j'ai des collègues aussi, je vois un peu comment ça peut fonctionner chez d'autres annonceurs. C'est peut-être moins évident quoi, de faire valoir ces métriques-là, ces métriques de rendement, de coût par message, de marge par message envoyé. Et voilà, donc chez nous, on a très vite compris en fait que ça marchait. Voilà. J'ai un peu mangé la dernière slide sur la précédente. Il y a peut-être des... Je ne sais pas si je... Excuse-moi, je ne me souviens pas de la slide juste après Pierre-Antoine. Oui, tiens, je vais peut-être plutôt prendre un petit peu de temps là-dessus. Alors, pour nous, les retours qu'on a touchés du doigt là, c'est que l'AUC global est vraiment une mesure, et toutes les succès d'année, une mesure qui a des limites et il est vraiment pertinent de prendre en compte, encore une fois, la condition d'usage du score en prédiction pour faire sa sélection de modèles. Ça vaut carrément le coup. Les résultats ne sont pas les mêmes. La deuxième chose qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, c'est pour toutes sortes de raisons, on a dégrossi le sujet, on va dire, en utilisant R, sachant que les pipelines cibles auraient à tourner en étant écrits en Python. Et ben, on avait une petite appréhension en langage de boîte de conseil sur le coût de cette démarche. Et on a pu constater que c'était facile. En tout cas pour nous. Et donc un petit message côté data scientist ou data ingénieur, enfin ceux qui mettent les mains dans le cambouis. Plus précisément, les étapes de pré-processing et de modélisation sont vraiment faciles à traduire, en tout cas sur les packages mis en jour, les méthodos de modélisation mis en jour. Que pour R, on a une exploration rapide des méthodes de machine learning qui est facile et rapide, mais certaines fonctionnalités ne sont pas encore au niveau, notamment sur la partie optimisation des hyperparamètres avec Hyperopt sous Python qu'on a beaucoup apprécié. Et après un petit retour d'expérience sur la plateforme plutôt, enfin celle qu'on a utilisée, GCP, c'est là aussi que un déploiement sous forme de notebook indépendant qui suivent un peu le processus, c'est facile.
que les installations dans l'environnement et les dépendances sont bien traitées. Et donc, que tout ça fait qu'il n'y a plus qu'à, sachant que, enfin, je ne pense pas que ce soit un secret, les programmes de départ étaient, eux, en SaaS. Absolument. Et que donc, là, je dirais que la mission démontre, quelque part, en interne, j'en suis persuadé côté Yves Rocher, qu'il y a un potentiel de reprise de traitement tels qu'ils sont adressés par SaaS sur des autres plateformes qui permettent quand même d'envisager des accès plus facilités tels que ces solutions peuvent les offrir. Voilà pour la partie retour d'expérience vue de Datastorm. Et un des trucs qu'on aime bien chez Datastorm, c'est aussi avoir le souci de l'acceptation des solutions qu'on propose par les gens qui sont amenés à les utiliser et ou à prendre des décisions avec. Et ça explique notamment une partie des méthodologies et des choix qui ont été faits. Et je voulais donc pointer que voilà, le métier fait bien son boulot. Le métier a besoin de comprendre et les pourquoi, des comment, des modèles qui sont mis en œuvre, et que cette mission démontre que ils font bien de continuer à s'intéresser aux sous-jacents de modélisation et d'être impliqués dedans, et que quand on leur présente les résultats en leur expliquant proprement les motivations et les arbitrages qui ont dû être faits, ça rend c'est facilement accepté. Donc là, c'est pour peut-être parler, c'est pour moi, je vais faire la minute pub sur ce slide. On a, entre guillemets, profité de cette expérience et de quelques autres, cette expérience avec Yves Rocher et avec quelques autres clients par ailleurs, pour capitaliser une partie de ce savoir sous la forme notamment d'un package Data Tools qu'on devrait publier sur notre Git, en tout cas en 21. Et que on partagerait volontiers cette expérience avec d'autres personnes qui auraient des pipelines opérationnels et qui seraient intéressées à les rafraîchir. Ça, c'est pour tenir compte du fait que les données d'apprentissage ont pu fluctuer cette année. Et d'autre part, pourquoi pas en profiter pour monter d'un cran en termes de performance. Et donc, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et merci Pierre-Antoine pour nous avoir aidés dans cette démarche. Merci beaucoup, Franck. Et si je peux, en quelques mots aussi, compléter ce retour d'expérience on va raconter, parce que ce travail dont on parle, il date de l'année dernière, de 2019. Et puis, oui, voilà, qu'est-ce qui se passe depuis?
Alors, en fait, depuis, comme tout le monde, on a été fortement impacté par des événements extérieurs. Et donc, nos magasins ont fermé, comme tout le monde, hein, entre le 15 mars et puis le 11 mai. Et puis, là, récemment, entre le 27 octobre et le 27 novembre. Du coup, toutes nos variables, tout ce qui décrit nos clientes, en fait, toutes nos clientes, en réalité, ont changé de statut. Et on a beaucoup à la fois pour faire les segmentations, mais aussi pour les scores dont on vient de parler, d'éléments de récence qui comptent, qui jouent, qui décrivent bien, si vous voulez, la valeur de la cliente pour nous à un certain moment et qui, pour elle, traduit son appétence à la marque. Et du coup, ça me permet de… Et voilà, et donc du coup, tout ce travail-là, il a fallu le refaire assez rapidement. À la fois au mois d'avril, quand on a commencé à préparer la réouverture, et donc le plan de communication, le plan de CRM qui accompagnait cette réouverture, et puis là récemment aussi pour la période de Noël, ensuite, qui est vraiment importante pour nous, pas que pour nous, mais… Et du coup, ça montre bien l'importance de ce que disait Franck tout à l'heure, le fait qu'on soit dans une démarche de formation, de partage du savoir, de partage des compétences que j'ai vraiment énormément apprécié chez Datastorm. J'en doutais pas quand on a commencé à travailler avec vous, Franck, mais ça montre bien, ça démontre la pertinence de cette démarche-là, d'être vraiment dans un partage de savoir, parce que justement, quand on sort du cas général, quand les contextes font qu'on doit s'adapter vite, on peut le faire parce qu'on a intégré non seulement des outils, non seulement des méthodes, mais aussi de la compétence interne pour pouvoir le faire. Donc, voilà, je suis vraiment ravi d'avoir travaillé comme ça, puisque ça me permet aujourd'hui quand tu disais qu'on score assez peu nos clientes, évidemment, maintenant, on en a encore beaucoup moins. Donc, on score encore moins finalement, sauf que la problématique se reporte sur d'autres types de clientes. Ces clientes qui ont arrêté de venir, qui n'ont pas pu venir en fait pendant que les magasins étaient fermés, qui sont particulières. Mais voilà, le fait qu'on ait vraiment digéré de façon intelligente ces méthodes chez nous permet de réagir vite dans des situations comme ça. Et je vous promets que ça marche, que c'est ce qui nous permet. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, c'est un élément parmi d'autres dans la vie de notre marketing, mais c'est un élément quand même qui est qui a été crucial au moment d'ouvrir les magasins. Et je croise les doigts, mais le fait est que ça a vraiment bien marché cet été et là en ce moment aussi. Donc, c'est un des éléments qui permet d'asseoir cette performance. Donc, merci encore beaucoup. Et puis, on est ouvert à toutes questions auxquelles on pourrait… Pour les gens jeunes et peut-être un peu moins jeunes, étudiants en tout cas, ou potentiellement passionnés par les mailings et les produits cosmétiques, il me semble que Yves Rocher ne serait pas contre étudier quelques profils intéressants. Ah oui, tu as raison. Et c'est toi qui le fais, j'en suis ravi. Effectivement, on a une petite mission urgente là entre le premier semestre 2021, fort intéressante à Rennes. Guettez si vous êtes intéressé, les annonces, il y a de quoi faire. Voilà. Et on connaît des pires endroits pour travailler. Que Rennes, hein, je veux dire. Non. Merci. Ouais. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour nous, il me semble. Hein. Si jamais il y a des questions sur la plateforme, pas de questions pour le moment. Est-ce qu'il y aurait des commentaires, questions qui viendraient là maintenant? Bof.
À ce moment-là, on va peut-être reprendre une activité normale. Il paraît qu'il y a un délai entre le moment où les gens posent les questions sur la plateforme et le moment où ça arrive. Est-ce qu'on veut parler d'autre chose en attendant? Alors là, j'atteins ma zone d'incompétence. Faire du bruit n'est pas mon fort. À quoi j'avais pensé à un moment? Je sais pas, je vais bien. Eh bien, Merci pour vos encouragements que l'on reçoit. Merci beaucoup. Et oui, comme dit Franck, on va rendre l'antenne. tu me rajeunis pas. Non. Et puis, Merci. à bientôt. À très bientôt, Pierre-Antoine. Merci à tous. Au revoir. Il y a une question qui vient d'arriver à l'instant. Ah. D'accord. Oui. Oui, c'est bien là. Quand on a comparé XGBoost, on a comparé à la régression logistique telle que faite initialement. Oui. C'est bien ça. Je travaille en amont sur préparation et nettoyage des données. Ça, c'est pour toi, Pierre-Antoine. Nous, on a eu des données propres, bien nettoyées, facile pour nous. Alors, je dirais qu'il y a un bon mois et demi de travail quand même. Dans un contexte où, je répète, on est, voilà, c'est un peu notre quotidien, donc on connaît pas mal les choses. Mais ouais, il y a un bon mois de travail avant de commencer à travailler. Et c'est vraiment, c'est un peu, ça fait remarque de professeur un peu, mais c'est vraiment indispensable. On est, comme j'ai dit, pour nous, quasiment pas parce que le travail avait été fait avant et bien fait. Et on retrouve, on n'est peut-être pas aux 80-20%, mais on a bien une idée de 2 tiers, 1 tiers de préparation, enfin 2 tiers de préparation de données du coup et 1 tiers de analyse, tuning. Si je peux peut-être faire un autre commentaire sur cette partie-là, c'est pas Yves Rocher, puisqu'encore une fois, on n'est pas intervenu sur cette partie nettoyage et préparation. Elle est toujours plus, elle est régulièrement bien faite, peut-être un peu longue, quand elle est faite par des gens qui sont proches des gens qui connaissent les données. Oui, nous, quand on a du pas bon en entrée, on fait généralement du pas très bon en sortie. Garbage in, garbage out, en bon français, en bon breton. Une question sur les enjeux, oui. 2020. Quelqu'un a des idées d'ailleurs? C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. J'ai pas de solution toute faite. C'est vrai. En fait, depuis ce que je peux dire, c'est que dans les campagnes qu'on envoie, dans ce processus-là, il y a toujours une place qui est gardée pour des échantillons de clientes qui vont servir à retravailler les scores. Donc,
On a mis ça en place depuis qu'on a renvoyé des mailings, c'est-à-dire au mois de juin. Et ce que je vois, moi, mais c'est vraiment dans le contexte vraiment particulier, c'est qu'en septembre, ça ressemblait beaucoup à ce qui se passait avant quand même, sur les croisements de variables. Alors évidemment, il faut tenir compte de la fermeture des magasins, dans l'ancienneté des clientes et tout ça, mais malgré tout, quand on regarde la hiérarchie des variables qui vont influer sur les modèles, c'est quand même un peu la même chose. Hein. Donc, voilà, donc comment tenir compte, comment traiter 2020, c'est vraiment se mettre en position d'observer ce qui s'est passé dans les périodes là où c'était à peu près normal et surtout ce qui va se passer là dans les mois qui viennent. Dans quel outil faites-vous votre nettoyage des données clients? Ça, c'est du bon vieux SQL. Hein. Alors, peut-être préciser, parce que derrière, il y a peut-être la question du référentiel client, du MDM. Donc, il se trouve que c'est peut-être un hasard, je ne sais pas, puisque nous sommes dans la Semarchi, mais c'est l'outil de MDM qu'on utilise. Semarchi. Bon, finalement, il y avait des questions. On a bien fait de temporiser un peu. Oui. Par contre, là, j'ai l'impression que ça s'est tari. Là, il n'y en a plus. C'est officiel. Très bien. Ah non, ça va peut-être repartir. Ah. Moi, je vais refaire une petite pub. Je parle dans les forces de Datastorm de la garantie académique et j'ai presque pas parlé de Datastorm. Datastorm, c'est un bureau d'études, une société de services, de prestation de services intellectuels, qui a l'originalité d'être la filiale d'un groupement d'écoles, dont une est particulièrement connue sur Rennes et qui s'appelle l'ENSAI. Et l'autre est connue aussi, mais peut-être moins à Rennes. Elle s'appelle l'ENSAI. Et dernièrement, bref, on travaille aussi et on est aussi relié à Polytechnique, à Télécom, à l'ENSTA, enfin bref, des groupements d'écoles et quelques laboratoires académiques. Et ça fait en gros notre conseil d'administration. Et donc, la garantie académique qu'on prétend pouvoir proposer, elle vient du fait que, de ce fait-là, on a un accès assez privilégié à des sachants académiques, à des profs, des chercheurs qui travaillent dans la data science, dans l'économétrie, j'ai découvert avec Datastorm dans l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques, qui a des trucs intéressants à dire quand on veut évaluer la performance de campagne promotionnelle, par exemple. Donc voilà, la garantie académique qu'on peut proposer, elle passe notamment par là. Et donc, quel type de base de données travaillez-vous? Alors nous, celle de nos clients. Autant dire tout et n'importe quoi. Chez Yves Rocher, je pense que c'est pas n'importe quoi. C'est plutôt Pierre-Antoine qui pourra dire. Oui, en fait, on était sur des données structurées, des bases de données relationnelles qui contiennent toutes les informations d'achat sur les clients, plus les référentiels qui permettent de les relier entre eux. Et on est en train, je disais, de transférer tout ça sur une plateforme Big Data.
GCP. On touche un petit peu les limites du modèle virtuel, là. C'est vrai. Bon, ben, merci à tous. Ouais. Bonne. Si jamais il y a d'autres questions, On les aura, je pense. Par mail. Et si Ouais. on n'y a pas répondu, n'hésitez pas à relancer. Merci beaucoup. Merci à tous.